Bienvenue donc une fois de plus au festival du Goéland Masqué et bienvenue à Patrick qui arrose sa première rencontre au Goéland Masqué. Et donc à droite, merci encore à Hervé Delouche donc de 813 d'être l'animateur de plusieurs des rencontres sur le festival. Merci Roger. Et merci à Patrick et Romain d'être là et à vous de nous écouter. Alors, on va parler pendant, je sais pas, les 40 minutes qu'on a, de romans populaires et de l'écriture ou des écritures de l'histoire qu'on peut croiser dans ces romans. Il n'y avait pas meilleur représentant, enfin écrivain pour en parler ici que Patrick Péchereau et Romain Slocombe. On va voir pourquoi. Je vais dire deux, trois mots peut-être même sur chacun. Avant, Patrick Péchereau, il a travaillé, vous m'arrêtez l'un et l'autre si le soleil aidant une bêtise surgit. Tu as travaillé dans le secteur de la protection sociale, puis tu as été journaliste syndical. Je crois que tu es en retraite. Tu avais commencé avec un premier roman à la série noire qui s'appelait Turaille, ça devait être en 1996, et qui était, on ne va pas s'attarder parce qu'on n'a pas le temps, mais qui était un hommage à Jean Amila Mecker. Et j'aimerais bien d'entrée de jeu déjà tu en dises quelques mots, parce que Jean Amila Mecker me semble avoir des rapports avec l'histoire certainement et avec la littérature populaire, j'en suis convaincu. Oui, Jean Amila Mecker. Alors pourquoi Amila Mecker? Parce que son patronyme était Jean Mecker et son nom de plume, pour ce qui concerne le polar et plus particulièrement la série noire, était Jean Amila. Donc Jean Amila ou Jean Mecker a commencé par écrire dans la Blanche chez Gallimard sous son nom, donc de Jean Mecker. Il a été remarqué avec un livre qui s'appelle Les Coups, qu'on peut toujours trouver en folio, donc qui racontait l'histoire d'un ouvrier taulier qui, par un manque de, je dirais, de coordination culturelle avec le niveau social de sa compagne, ne trouvant pas les mots et se sentant méprisé, trouvait les coups pour... Voilà. Et puis il avait été vraiment remarqué, notamment par Gide, qui voyait en lui une sorte de nouveau Céline. Et c'est Jean Amila est quelqu'un qui avait eu le parcours de son héros des coups, c'est-à-dire qu'il avait été lui-même ouvrier taulier, il avait commencé à travailler à, je ne sais plus, à 13 ans, et donc c'est un autodidacte total qui, après la guerre, il a fait de la résistance, je crois, et il a publié plusieurs romans dans la Blanche, et après la guerre, il a cessé d'écrire, et puis Marcel Duhamel est venu le rechercher quand la collection de la série noire a été créée, pour faire du noir. Et là, il a écrit sous le pseudonyme de John Amila. Alors c'est comme Boris Vian et Vernon Sullivan, vous pouvez trouver des vieilles séries noires dont l'auteur est John Amila et le traducteur est Jean Mecker, voilà, donc c'est lui. Hein. Et puis au fil du temps, il s'est appelé Jean Amila. Et il a gardé dans son écriture du polar ce qui faisait la richesse de son écriture blanche. Et il a fait un peu la jonction entre ce qui s'appelait, mais il s'en est jamais revendiqué, ce que d'aucuns avaient appelé un peu avant lui d'ailleurs, le roman prolétarien et le roman noir. Voilà, on trouve beaucoup de personnages dans ces romans noirs qui sont directement issus du roman prolétarien. Et c'est un auteur qui a compté pour moi beaucoup. Et pour être aussi dans notre thématique, que ce soit de Jean Amila dans Le Boucher des Hurlus, là c'est la guerre de 14-18, ou que ce soit dans Au balcon d'Hiroshima, c'est-à-dire après l'explosion nucléaire, l'histoire était présente dans certains de ces romans avec la force que tu as dite. Donc Patrick, depuis ce premier roman, tu en as écrit je crois 10-12, voilà, qui mêle le roman noir et l'histoire. Ça a été inauguré, mais on va en reparler après, par Les Brouillards de la Butte, qui est un des volumes de cette trilogie, la saga des brouillards. Et puis il y a eu, tu
tu as choisi, tu nous diras pourquoi, différentes époques. Il y a eu Tranchecaille, qui était justement dans les tranchées de 1900, de la guerre de 14-18, qui a reçu d'ailleurs, je crois, le trophée 813. Et puis il y a eu récemment, les deux derniers, une plaie ouverte qui se passe en partie, enfin avec des retours en arrière, mais en partie au moment de la semaine sanglante de la Commune de Paris. Et tout récemment, Evel, qui fait... enfin voilà, dans lequel il y a un écho très fort de la guerre d'Algérie en 1958. Romain Slocombe, tu as été au tout début, il y a toute une palette, tu as été illustrateur, photographe, auteur de BD, graphiste, peintre, tu m'excuseras, je vais forcément en oublier. Tu as participé, puisque j'aime pas le mot commémorer, mais on évoque actuellement mai 68, tu as participé, donc ça veut dire aussi des avant-gardes, tu as participé à une avant-garde artistique, graphique, qui était le groupe Bazooka, qui intervenait dans Libération à une époque, et d'autres choses, sur d'autres supports. Tu es passé à l'écriture de romans noirs, je crois que c'était en 2000, à la série noire également, avec Un été japonais, le Japon où tu as vécu, que tu connais très bien, et je crois que c'était le premier volume d'une tétralogie, c'est ça qu'on dit? Oui, il vaut mieux pas, on m'a conseillé de jamais dire des mots pareils, il faut dire cycle, ça fait mieux. Alors cycle, tu as raison de me corriger, mais... Non mais je te corrige pas, mais c'est juste... it's a mouthful, comme on dit en anglais, ça prend toute la bouche, c'est un peu long et on risque de se tromper. Alors tu as écrit toi aussi de nombreux romans depuis. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un qui a fait quand même pas mal parler de lui en 2011, qui est depuis paru en poche. Je crois que c'était pour une collection dont la contrainte était l'écriture d'une lettre, et tu as choisi une lettre et l'écrivain, un correspondant bien particulier. Ce livre s'appelle Monsieur le Commandant, qui a dû être finaliste de Grand Prix littéraire, je crois. Enfin oui. Enfin, c'est vrai que j'étais finaliste du concours des lycéens avec celui-là. Ah d'accord, voilà. Et j'ai eu le trophée 813. Tu as eu le trophée 813, je l'aurais dit après, mais c'est modeste. Non mais du coup c'est pas mal, il y a deux lauréats du trophée 813 à cette table. Oui, oui. Et toi qui as été président de 813, donc, vous voyez, congratulons-nous. En fait tout ça c'est très louche, mais bon. Je rigole. Non, je rigole, c'est parce que on sort de table. Et remarque, j'ai pas bu d'alcool, mais on est de bonne humeur. Il fait très très beau. Le goéland est en général détendu. Voilà, le goéland c'est un salon très détendu. Pardon, j'ai mangé 2 fois. Oui, parce qu'on était voisins. Autre détail louche, on était assis côte à côte dans le TGV tout à l'heure. Bon, alors, les gars, quand même, le temps. Oui, d'accord, désolé. Je ne voudrais pas. Voilà, donc non, c'était simplement que tu nous parles de cette lettre un peu particulière qui est Monsieur le Commandant. Oui, et donc c'est vrai que c'était une collection qui demandait à ses auteurs des lettres, des romans écrits sous forme de lettres. Et d'ailleurs, j'étais un des seuls à faire des fictions, c'est-à-dire que on parle peut-être aujourd'hui de romans populaires, etc. Et un des drames de la littérature française non populaire, c'est que les écrivains, souvent parisiens, en fait, ne font pas des fictions. Et leur réflexe premier, c'est de trouver quelque chose dans leur vie à eux, etc., par exemple, ou dans un fait divers pour le raconter, au lieu de faire des romans. Et des romans, c'est-à-dire qu'une histoire qui peut se résumer assez simplement et qui a un début, un milieu et une fin. Et donc j'ai voulu faire une lettre se passant sous l'occupation parce que c'était la période dont j'avais envie de parler à ce moment-là. Et je me suis demandé quel genre de lettres écrivait-on beaucoup sous l'occupation, et les lettres de dénonciation. Donc je me suis dit que ce serait entre guillemets amusant, en tout cas intéressant pour un écrivain, de faire un roman qui serait... Tout le roman serait en fait la lettre. Cette lettre de délation écrite où on dénonce évidemment
une juive. Tu peux dire deux mots de celui qui écrit la lettre? Oui, oui, et donc le personnage, enfin, il fallait en plus, parce que bon, j'ai lu pas mal de lettres de dénonciation qui ont été retrouvées dans les archives, et d'habitude elles sont bourrées de fautes d'orthographe et elles font péniblement 2 pages, mais là il fallait que ça fasse un roman, donc qui pourrait écrire une lettre de dénonciation de 200 pages? Forcément quelqu'un de bavard et donc un écrivain. Donc j'ai imaginé aussi quel genre d'écrivain dénoncerait quelqu'un sous l'occupation, et je me suis dit bon ben un académicien français, vu que l'Académie française était un vivier de gens qui avaient par exemple soutenu l'intervention de Mussolini en Éthiopie au milieu des années 30. Donc voilà, bon, cette petite idée m'a suffi évidemment pour me lancer dans cette histoire et qui a pas mal frappé les esprits. Oui. Voilà, donc après il y a eu évidemment d'autres romans. Les derniers parus, ce sont les deux, j'imagine, les 2 premières aventures, on va en parler, qui se passe justement sous la période de l'occupation, à laquelle tu as, autour de laquelle tournent un certain nombre de tes livres, et qui mettent en scène un personnage de héros, je ne sais pas si j'arriverai à dire vraiment ce terme, mais le personnage principal assez particulier, on va en parler très vite, c'est l'affaire Léon Sadorsky et sa suite qui est sortie il y a peu, je crois, qui est L'étoile jaune de l'inspecteur Sadorsky. Un flic singulier donc dans une époque évidemment particulièrement sombre. Mais avant toute chose, comme on parle polar, on parle roman populaire, j'aimerais vous faire revenir en arrière de vos propres vies, lectures. Vous avez un goût assez jeune, je ne sais pas, pour les littératures policières. On sait que le roman policier en France notamment, il vient de gens comme, il a des racines en tout cas chez par exemple les Habits Noirs de Paul Féval, mais de quelqu'un comme Émile Gaborio avec l'affaire Le Rouge, des choses comme ça, et en tout cas une littérature feuilletonesque avec des rebondissements, avec parfois de la fantaisie, avec en creux aussi ce que ça raconte sur une époque. Mais voilà, est-ce que vous avez des lectures d'enfants, adolescents qui vous ont donné goût pour ces littératures policières? Moi personnellement, ma mère qui était anglaise et qui avait donc un goût anglo-saxon pour la littérature au sens large, y compris les genres, etc., m'a fait... alors que mon père, par exemple, le roman policier, pour lui, je crois qu'il n'en a pas lu un de sa vie, pour lui ça ne pouvait pas être de la littérature, et ma mère m'a fait lire beaucoup ça sortait dans les collections du livre de poche, tout simplement, policier, donc, et j'ai lu beaucoup de Conan Doyle, enfin les aventures de Sherlock Holmes, et beaucoup de Maurice Leblanc, les aventures d'Arsène Lupin, et je dois dire que le côté aussi de donner du plaisir au lecteur, je pense que c'était quelque chose de très important. Et je veux dire que quand on lit Arsène Lupin et quand on voit ces rebondissements formidables et ce rythme très trépidant comme ça, c'est que du plaisir. On se demande comment d'ailleurs peut-on faire des choses pareilles, et on ne se doute pas qu'on essaiera à son tour plus tard. Pour ce qui me concerne, si on saute l'époque Club des 5, qui a été pour beaucoup importante, je pense, et en ce qui me concerne, elle l'a été. Oui, moi aussi. Il y a un rapport, hein, quand même. Oui. Je crois que, oui, les 2 auteurs qui m'avaient marqué quand j'étais un peu plus grand, c'était effectivement Conan Doyle avec Sherlock Holmes, et la façon qu'avait Holmes de décrire le corps des personnages. J'avais trouvé ça important, cette façon qu'il avait de voir tout de suite à travers le corps d'un personnage, notamment sa classe sociale, son travail, des choses comme ça. Et puis, étant un grand lecteur de littérature fantastique à l'époque, et étant toujours un passionné de genre, bien sûr, j'ai dévoré les livres de son petit camarade Henri Verne avec Bob Moran. Voilà. Donc ça a été, je pense, mais c'est pas forcément ça qui m'a amené au polar, mais ça a été mes 2 lectures favorites policières de cet âge-là. Ouais. Holmes plus que Lupin.
à cause du côté brumeux des paysages où ça se passait. Et voilà, j'étais un amateur de brume. Oui, la présence de la ville en plus, Oui, en oui, creux, de toute tout à façon, fait. bien sûr. Oui, oui. Alors, il y a, on peut, en tout cas, Romain à répétition, je dirais, et ça n'est évidemment pas péjoratif. Et Patrick, en tout cas pour la saga des brouillards, vous avez tous les deux manifesté un goût pour des personnages récurrents. Patrick, la saga des brouillards, enfin qui commence avec les brouillards de la butte, qui suit avec Belleville, Barcelone, et qui se termine avec Boulevard des Branques, c'est ça? Bon. Qui est une période en gros de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire après 14-18, et puis après évidemment, oui, ça commence Boulevard des Branques, on y retrouve la période de l'occupation, comment dire, les théories eugénistes d'Alexis Carrel, etc. Mais ça met en place, c'est un personnage qui est un personnage de privé, qui est Nestor avant Burma, c'est cela? Tu nous dis comment t'es venue cette idée, pourquoi l'influence de Léo Mallet, pourquoi, je sais pas, ce que tu veux. Oui, de toute façon, vous dites ce que vous voulez. Et j'ai découvert Léo Mallet comme peut-être beaucoup de gens de ma génération, parce que c'était une époque où il n'était plus beaucoup lu. J'ai découvert Léo Mallet en lisant des articles de Manchette, de Jean-François Villard, et puis de la petite bande Bayon, Cazoard, etc. À l'époque, Le Matin de Paris, Manchette, ça devait être dans Charlie, et les autres, c'était dans Libération. Et dans les années 80, ils ont remis Léo Mallet au goût du jour. Et suite à leurs articles, je me suis mis à lire Léo Mallet. À l'époque, on le trouvait encore en livre de poche, la collection livre de poche. Et j'ai découvert un personnage qui m'allait comme un gant, c'est-à-dire un privé qui n'a aucune consistance vraiment sociale en France, hein, parce qu'aux États-Unis, autant le privé a des pouvoirs d'enquête étendus, autant en France, ils sont quand même plus limités. Mais bon, c'est pas très grave. Et ce détective privé, qui était un personnage libertaire, anarchisant, qui avait un passé d'ailleurs de militant anarchiste, hein, le personnage de Nestor Burma m'a plu tout de suite, par sa façon de marcher en dehors des clous, par sa façon de mener des enquêtes en dehors des clous, et surtout par sa façon de déambuler dans Paris. Et j'aime beaucoup les déambulateurs de Paris, hein. J'avais lu à une époque Rétif de la Bretonne ou Louis-Sébastien Mercier, qui au XVIIIe siècle étaient des grands marcheurs de Paris. Certains textes, je ne vais pas dire romans parce qu'ils avaient horreur de ça, mais certains textes des surréalistes qui étaient aussi des déambulateurs de Paris, Modiano bien sûr. Et il y avait ça chez Mallet, on ne peut pas retirer Paris de Mallet. Et je me suis trouvé complètement en osmose avec ce personnage. Et puis, des années après, j'ai eu envie de reprendre un projet que Mallet n'avait pas pu faire aboutir, puisqu'il a eu une panne d'écriture qui lui a duré plus de 20 ans, jusqu'à sa mort, qui était de faire une jeunesse de Nestor Burma. Donc j'ai repris une situation de départ, une année qu'il avait choisie, c'était 1926, c'est-à-dire l'année où lui-même est monté de Montpellier à Paris, et où il a bouffé ce qu'il a appelé, il en a fait un livre sur la vache enragée, et j'ai fait une jeunesse de Nestor Burma, avec les brouillards de la butte qui se passe un peu dans le milieu des derniers bandits anarchistes et puis celui des surréalistes, puisque Mallet a fait partie du groupe surréaliste et n'a pas été qu'un personnage accessoire, hein, du groupe surréaliste. Il a écrit des poèmes. Il a écrit des poèmes, plusieurs plaquettes de poèmes, il a fait ce qui s'appelle des objets miroirs. Et puis, il a inventé une technique qui s'appelle le décollage. Donc, il décollait les affiches dans la rue et comme les affiches étaient collées sur plusieurs épaisseurs, ça donnait à voir de tout autre motif que ceux qu'on voyait habituellement. Et je crois qu'il a même été rédacteur en chef de La Main à la Plume à une époque, et c'était un personnage atypique chez les surréalistes, puisque c'était quand même tous des enfants de la bourgeoisie et des intellectuels, et lui c'était le prolo total qui a fait tous les métiers, et qui a découvert le surréalisme en allant livrer des bidets dans une maison de passe. Il est passé devant une librairie, il y avait la brochure La Révolution surréaliste, alors il raconte que surréaliste c'est pas ce que c'était, Révolution ça lui plaisait bien, donc il a acheté le truc, et il s'est mis à écrire des poèmes avec l'écriture automatique que prônaient les surréalistes, et
il a intégré le groupe. Et on retrouve beaucoup de... Il a quitté le groupe quand il s'est mis à écrire des romans, puisque par fidélité au surréalisme, ceux-ci considérant que le roman était un genre périmé, voilà, donc il a quitté le groupe. Mais on trouve dans ses romans, dans les Nestor Burma, des réminiscences du surréalisme. Il y a des passages entiers qui n'ont aucun rapport avec l'histoire et qui sont uniquement des réminiscences surréalistes. Le nombre de chaos, que je crois qu'il y a 2 personnages de la littérature populaire qui ont pris tellement de chaos que, voilà, normalement avec un ou 2 ils devraient être morts, c'est Tintin et Nestor Burma. Et Burma, à chaque fois qu'il prend un coup sur la tête, enfin pas à chaque fois, mais très souvent, il part dans des rêves surréalistes. Donc il y a de très très beaux passages dans ma lettre. Voilà, je l'ai peut-être trop dit. Très bien. Romain, tu apprécies évidemment, je pense qu'on peut dire ça, les personnages récurrents. Tu as écrit plusieurs cycles et commencé un nouveau, je crois. Mais avant, j'aimerais que tu nous parles d'un personnage qui était apparu dans un roman qui s'appelle Première station avant l'abattoir, qui est Ralph Exeter, et qui est et qu'on retrouvait après dans Le secret d'Igor Koliazine, qui est un personnage de journaliste qui va être mêlé à des situations d'espionnage, ça commence dans les années 20 je crois, voilà, à des situations voilà, un peu rocambolesques, mais qui lui-même est un personnage tout en paradoxe, enfin qui est plutôt sympathique, mais tu peux nous parler un peu de ce personnage et de ce que tu aimais en lui, mettre en lui. Ce personnage, c'est mon grand-père. C'est-à-dire que j'ai connu que mes grands-parents maternels, parce que les paternels étaient morts pendant et juste après la guerre. Mon grand-père, qui s'appelait Georges Slocombe, d'ailleurs j'ai pris en pseudonyme, un peu en hommage à lui, le nom de jeune fille de ma mère. Et c'était un Anglais qui était journaliste, correspondant spécial à Paris d'un grand quotidien de gauche qui s'appelait le London Daily Herald, et qui était une sorte de... Je l'ai connu assez bien, puisque quand il est mort j'avais 10 ans, donc j'étais son seul petit-fils, donc c'était quelqu'un de très impressionnant parce qu'il avait une grande barbe rousse, il a traversé toute sa vie pratiquement avec cette barbe, et même très très jeune, et comme il était correspondant spécial et que c'est l'époque des grands reporters suite à Albert Londres, etc., il faisait partie de toute cette bande des grands reporters internationaux, et donc il avait interviewé Mussolini, Hitler, il a même mené une sorte de grève des journalistes contre Mussolini pour protester contre l'assassinat de socialistes italiens, il avait interviewé Gandhi dans sa prison aux Indes et servi de négociateur officieux pour négocier l'indépendance des Indes du gouvernement anglais. Enfin bref, c'était aussi quelqu'un qui buvait très sec, et c'était ce qu'on appelle également un homme infâme, c'est-à-dire qu'après sa mort on a découvert pas mal d'histoires. Et la dernière histoire en date qu'on a découvert également, c'est que ma grand-mère était, donc son épouse russe, était juive, et que c'était également un secret de famille. Enfin bon, donc c'était une mine pour moi d'inspiration, ce grand-père, et j'ai tout à coup l'idée d'en faire un personnage de roman. Et à partir d'une anecdote, dans ses mémoires, il raconte qu'en 1922, il est parti à la conférence de Gênes, qui était une des premières grandes conférences internationales après la Grande Guerre, et que un jeune journaliste anglo-saxon qui connaissait vaguement entre dans son compartiment, et c'est Ernest Hemingway, ils ont fait tout le voyage ensemble. Voilà. Et comme Hemingway a vécu à Gênes pas mal d'expériences assez rigolotes, y compris l'explosion du chauffe-eau de l'hôtel, qui raconte également que mon grand-père et Hemingway racontent chacun séparément, et les deux histoires ne se contredisent pas. Je me suis dit, voilà un personnage extraordinaire, enfin pour moi en tout cas, que ça m'amusait beaucoup de développer, surtout que j'ai découvert également qu'il avait fait de l'espionnage pour les Russes à cette époque-là. Et donc j'ai imaginé un personnage de
journaliste, espion un peu amateur, inventant en fait les informations qu'il donne aux Russes parce qu'il préfère garder l'argent pour lui pour entretenir ses maîtresses plutôt que de soudoyer des gens dans les ministères français. Il est assez angoissé à l'idée de rencontrer les gens du GPU parce que la police russe va être là et peut-être lui demander des comptes. Enfin voilà, donc c'était un personnage un peu entre guillemets à la Arsène Lupin. Enfin disons que c'est un peu un clin d'œil à tout ce type de littérature et ça m'a amusé beaucoup d'en faire deux et je dois en faire un troisième normalement et ça va passer dans la collection Grand Détective chez 10-18. Et je veux dire que mon grand-père aurait été ravi de savoir qu'un jour il deviendrait un grand détective dans une collection française populaire. Oui, il y a toujours, il y a à la fois cette fantaisie, justement, ce côté un peu héritier du côté un peu feuilletonesque, tout ça, et en même temps toute une gravité des époques choisies, parce que on est première station avant l'abattoir, le titre est assez parlant, je crois. Oui, alors même si c'est une expression que j'ai piquée à Céline et où il parlait en fait du zinc des bistrots où les prolétaires s'alcoolisaient, mais mon idée effectivement c'était que c'est une première étape en fait du chemin d'une guerre mondiale à l'autre en fait. Et tout simplement parce que cette conférence de Gênes a été, c'était une conférence qui était censée régler tous les problèmes de l'après-guerre et les dommages à payer par l'Allemagne, etc. Et en fait, ça s'est conclu par un traité signé en douce à la fin qui s'appelle le traité de Rapallo entre les Allemands et les Russes, qui étaient en fait les deux puissances qui étaient totalement snobées par les vainqueurs de la Grande Guerre. Et donc du coup, ils étaient tellement snobés qu'ils ont fait un contrat et un traité, et ce traité a permis à l'armée allemande de s'entraîner en Russie, etc. Et en fait, ça a semé les graines de la Seconde Guerre mondiale et du pacte germano-soviétique. Tout à fait. On va parler de vos derniers romans. On va d'abord, Patrick, l'avant-dernier, qui est une période en amont, dirons-nous, qui est une plaie ouverte, qui est en folio policier maintenant, qui nous ramène donc, on en a dit quelques mots tout à l'heure, qui nous ramène au moment de la semaine sanglante de la Commune de Paris, avec également je dirais pour résumer que c'est aussi un roman où Louise Michel peut croiser Calamity Jane. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce qu'a été ton envie d'écrire sur cette période sur laquelle évidemment beaucoup d'essais et de la littérature ont été faits? Voilà. C'est simple, au départ c'était pas une envie. C'est une amicale sollicitation de mon éditeur à la Série Noire, qui à l'époque était Aurélien Masson, et qui m'a dit tiens, je te verrai bien sur le. J'avais sorti un roman dans la Blanche avant qui s'appelle L'homme à la carabine et qui racontait la vie du plus jeune membre de la bande à Bono. Et Aurélien m'avait demandé si je voulais revenir dans la Série Noire que je n'avais jamais quittée, et il m'a dit je te verrai bien sur la Commune de Paris. Bon. Voilà, alors j'ai pris la Commune de Paris. Mais au départ, c'était pas une envie parce que j'aime pas le pathos. C'est vrai que les écrits contemporains, les quelques romans qui existent sur la Commune de Paris, je trouve que c'est très pathos. Hein, c'est-à-dire qu'il y a le mythe de l'ouvrier qui tombe. C'est beau, c'est magnifique. Les illusions perdues et la défaite ouvrière, mais bon, c'est à la fois pathos et plombant. Donc j'ai pris le parti d'écrire un roman sur la Commune de Paris avec des personnages vieillissants, c'est-à-dire que mon héros se remémore des événements, je crois qu'il se remémore jusque dans les années 1900, hein, donc c'est 30 ans en gros, j'ai plus les dates en tête, mais c'est 30 ans en gros après la Commune de Paris. Et il est à la recherche d'un de ses camarades qu'il croyait mort, et dont il pense avoir retrouvé la trace à travers une image de film lors de
de l'arrivée en France des premiers films qui étaient projetés dans les foires à l'époque, puisque le cinéma était une distraction de foire, et il voit un des premiers westerns du cinéma qui dure 30 secondes, 1 minute, puisqu'on ne pouvait pas charger beaucoup de pellicules dans les caméras, où il croit reconnaître les mains de son ami. Son ami avait une gestuelle très particulière, et donc il se lance à la recherche de ce personnage. Il paye un détective privé qui va aux États-Unis, puisque le film est un film américain, parce qu'il pense, pour des raisons que je ne vais pas expliquer là, ce serait trop long, que ce personnage est toujours là-bas, et le privé suit le personnage à travers les traces du cirque Buffalo Bill. Puisque le personnage a traîné par là aussi, dans le sillage de Calamity Jane, d'où le rapport. Ce qui m'a intéressé, c'est de mettre en parallèle je dirais, deux familles de chercheurs de rêves, ceux qui étaient partis aux États-Unis à une certaine époque, pensant y mener une vie meilleure et fuir un certain nombre de choses. Par exemple, les Irlandais qui fuyaient les Anglais et la grande famine en Irlande, d'autres populations qui venaient des pays de l'Est et qui pour certains fuyaient les pogroms. Voilà, c'est peut-être et puis aussi quelques aventuriers de l'esprit qui étaient partis pour faire des aventures communautaires aux États-Unis. Et donc il y avait tous ces gens qui partaient au-delà des mers chercher une vie meilleure, et puis ces gens, en même temps, puisque la guerre de sécession a dû se terminer en 65, je crois, et la commune en 70, et 70-71, et quasiment en même temps, dans un périmètre très fermé, qui est celui de Paris, d'abord assiégé par les Prussiens, puis par les Versaillais, qui est celui de gens qui rêvaient aussi d'un monde meilleur, et qui le vivaient dans un monde très fermé. Et je me suis dit, là, il y a des personnages qui, chacun cherche des rêves différents. Un de mes protagonistes, en plus, a fait et la guerre de sécession et la Commune de Paris, c'est le général Cluseret, qui entre-temps a été un peu guerroyé en Irlande, justement, contre les Anglais. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est comment des gens, à un moment donné, cherchent des rêves, comment ils ne les trouvent pas forcément, et comment, 30 ans après, la mémoire de ces rêves peut se transformer jusqu'à ne plus savoir ce qui découle du rêve et ce qui découle des souvenirs et de la réalité. Et donc j'ai voulu, à travers ce roman, qui est un roman à dessin très déstructuré, mener, alors une réflexion, j'aime pas ça fait un peu sérieux, quoi, mais travailler un peu sur la mémoire. Qu'est-ce que c'est qu'un souvenir? Est-ce que c'est ce qu'on en a gardé en mémoire? Est-ce que c'est la trace réelle de ce qu'on a vécu? Ou est-ce que sur cette trace sont venus se greffer tout ce qu'on a pu en dire, tout ce qu'on a pu en entendre, tout ce qu'on a pu en lire, tout ce qu'on a pu en voir, puisque la Commune de Paris a été un des premiers événements, avec la conquête de l'Ouest d'ailleurs, à être photographié. C'est l'arrivée de la photographie, et c'est l'arrivée aussi d'une mémoire photographique qui est une mémoire très particulière, puisque c'est une mémoire qu'on nous donne et qui ne correspond pas forcément à la réalité, surtout à l'époque où la photo était de la photo posée par rapport aux instantanés qu'on peut faire aujourd'hui, alors à la vitesse grand V avec le numérique, quoi. Donc j'ai voulu travailler là-dedans à travers la mémoire brouillée d'un de mes personnages qui prend en plus du laudanum, donc ça n'aide pas à garder la mémoire claire. Et puis les souvenirs qu'il en a, rêve, réalité, et qu'est-ce qui reste de tous ces événements 30 ans après. On va parler de ton dernier roman juste après, mais il y a un point commun d'ailleurs de toute façon entre votre approche romanesque par rapport à l'histoire, à mon avis telle qu'elle est racontée de manière plus unifiante, massifiée en tout cas, c'est que l'un et l'autre vous faites apparaître justement les zones d'ombre de l'histoire, mais aussi celles des personnages, des gens, des doubles jeux, des gens qui, les paradoxes, en fait, tout ce qui donne tout ce qui est la chair de l'humain, en fait, à mon avis. Alors, Romain, parlons de ton nouveau personnage de série, de cycle, qui est cet inspecteur Sadorski. Bon, on est Léon Sadorski, on le découvrait dans l'affaire qui porte son nom. Raconte-nous, toi, qui il est.
Alors, il est basé sur quelqu'un qui a vraiment existé et dont on trouve des traces dans des récits d'arrestation et autres sous l'occupation. Donc j'ai légèrement modifié son nom, il s'appelait Louis Sadowski. Oui, c'est léger. Oui, voilà. C'est ce qui est assez important dans l'histoire, parce que bon, je me suis intéressé aux vrais personnages pour aussi savoir d'où il venait. Et il est né en 99, donc il a 42-43 ans à l'époque de la rafle du Veldiv, par exemple. C'est un pied noir de Tunisie. Et son nom Sadowski est polonais parce qu'il est l'arrière-petit-fils d'un grognard de Napoléon qui est allé s'établir en Tunisie au 19e siècle. Et est devenu fermier là-bas. Et donc, ce Louis Sadowski était aux renseignements généraux. Et il faut savoir que sous l'occupation, les renseignements généraux ont joué un rôle extrêmement spécial, un rôle de répression qui n'était pas du tout leur rôle à l'origine, parce que les renseignements généraux, ça renseigne, ça fait remonter des informations vers le gouvernement. Et en fait, pour des raisons qui sont trop compliquées à expliquer ici, les renseignements généraux ont été mis en avant dans la lutte ce qu'on appelle lutte antiterroriste, les terroristes de l'époque étant des jeunes résistants communistes surtout, et dans la répression et dans l'arrestation des juifs et des étrangers. Donc il était inspecteur principal adjoint, c'est-à-dire ce qui équivaut à brigadier chef. Donc c'est un grade très intermédiaire dans la hiérarchie. C'est-à-dire qu'il est à la fois, pour simplifier, il va ramper devant ses supérieurs et se montrer extrêmement désagréable envers tous ses inférieurs, et arrêter le plus de gens possible, parce que c'est une époque où la police fait énormément de chiffres, et tous les commissaires et autres et inspecteurs principaux disent à leurs hommes: ramenez des crânes. Les crânes, c'est une expression policière qui veut dire un individu qu'on arrête. Et donc il est absolument typique de cette administration française qui, sans beaucoup d'état d'âme, fait du chiffre. Et à l'époque, en 1942, faire du chiffre, c'est arrêter des juifs, y compris des enfants, des bébés, des vieillards, et c'est arrêter des résistants. Et surtout les résistants qui sont le plus mouillés dans la lutte à ce moment-là, qui sont les résistants communistes, puisque à l'époque la résistance gaulliste ne faisait pas d'attentats individuels, ni d'attentats contre des militaires allemands, alors que les communistes le faisaient. Donc c'est un personnage qui est très emblématique de cette police française dans ce qu'elle a de plus dégueulasse. Surtout que le personnage réel, il en rajoutait, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'il mettait sur toutes les fiches d'arrestation de juifs, qui étaient souvent des malheureux polonais immigrés et qui parlaient à peine le français, il rajoutait membres dangereux pour l'ordre public, membres propagandistes de la 3e internationale, etc. Tout simplement parce que les Allemands, 42 c'est l'année des fusillades d'otages, et les Allemands demandaient des listes de gens à fusiller. Les Allemands, ils ne savaient pas qui il y avait dans les prisons, donc ils avaient besoin que les Français leur fassent les listes. Et donc pour se simplifier la vie, il rajoutait communiste sur tous les juifs qu'il avait arrêtés, comme ça il n'avait pas beaucoup à chercher pour livrer les 70 ou 80 noms que lui réclamaient les Allemands régulièrement. Voilà. Donc pour moi c'était un personnage intéressant parce que c'était une sorte d'anti-Maigret. Moi je suis un grand lecteur de Simenon, à la fois les Maigret ne sont pas des romans géniaux, mais il y en a qui sont excellents, et puis les romans, ce que Simenon appelait ses romans durs, là il y a beaucoup de chefs-d'œuvre parmi ces romans-là. Mais Simenon a fait le choix délibéré de ne pas parler de problèmes politiques en général et de la guerre en particulier, sauf dans Le Train et je crois un autre roman. Mais il y a des Maigret qui sont écrits sous l'occupation, et moi j'aurais beaucoup aimé que Maigret ait à gérer, par exemple, une situation de flic français par rapport à des demandes des troupes d'occupation. Mais non, ça n'arrive jamais, et donc je me suis dit, si Simenon ne l'a pas fait, moi avec mes faibles moyens, je vais m'y mettre et je vais créer une sorte d'anti-Maigret. Et puis Maigret a aussi quelque chose, c'est que
pour moi, il n'est pas très représentatif d'un policier parce que c'est vraiment une crème d'homme Maigret quand il arrête un jeune cambrioleur, par exemple, ou un jeune assassin par mégarde. On sent qu'il a vraiment beaucoup de mal à lui passer les menottes, à le conduire chez le juge d'instruction, etc. Il verserait presque une petite larme. Les policiers, la plupart du temps, bon, ils font leur métier quand même. Leur métier, c'est d'arrêter des gens. Et tous les policiers que j'ai rencontrés, à part ceux qui écrivent des romans policiers, parce qu'on en croise pas mal ces temps-ci, la plupart du temps, c'est des gens qui vous interrogent d'une manière un petit peu sévère quand même. Et pour moi, c'était beaucoup plus intéressant de faire un policier qui soit un salaud sous l'occupation, parce qu'il y avait plus de salauds, en tout cas de gens qui faisaient de la répression. Voilà. Et aussi, j'aime bien, puisqu'on parle de romans populaires, la tradition du roman populaire, c'est normalement le héros est quand même un héros avec un grand H, c'est quand même quelqu'un de sympathique. Et même Maurice Leblanc avec Arsène Lupin avait un petit peu des problèmes. C'est-à-dire qu'au début, c'était quand même une sorte d'ennemi public numéro 1, Arsène Lupin, dans le domaine du cambriolage. Et petit à petit, il devient de plus en plus sympathique et il fait même des missions pendant la Grande Guerre pour le gouvernement français. Il devient une espèce de super espion patriote. Et voilà, donc du coup il devient, pour nous peut-être, mais en tout cas, moi je trouvais ça beaucoup plus intéressant de partir d'emblée avec un personnage très antipathique, mais pas 100%, parce que les personnages 100% antipathiques, même dans la réalité, ça me paraît très très rare. On peut en trouver quelques-uns sans doute chez les nazis, mais je suis sûr qu'il y a aussi des nazis qui faisaient sauter leurs grands-parents, leurs petits-enfants sur leurs genoux, etc. Voilà, donc je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir un personnage qui fait des choses absolument dégueulasses, mais qui est humain, et quelquefois on est quand même de son côté, quelquefois on le comprend, et quelquefois il rencontre des gens encore pires que lui, et là on se retrouve de son côté, ce qui pour le lecteur est assez déstabilisant. Bien sûr. Pour terminer malheureusement cette rencontre, mais Patrick, ton dernier roman Evil a un point de départ qui est en tout cas qui a à voir avec de la culture populaire, pour le prendre comme ça, c'est-à-dire que on peut penser au Salaire de la peur, en tout cas à des personnages comme ceux du Salaire de la peur, du film Gasoil, qui avait été un roman avant de George Bale, je crois, en même temps, tu as un récit là aussi qui fait des allers-retours dans l'histoire, mais ce camion, il roule, on est en 1958, et à travers l'épopée de ces deux conducteurs, ces deux transporteurs, il va y avoir le surgissement de la guerre d'Algérie qui fait rage de l'autre côté de la mer. Tu nous dis quelques mots sur Evil ? C'est une question ouverte. T'as résumé le livre. Je ne crois pas, non, après l'avoir lu. Mais ne le résume pas non plus, pour le plaisir des lecteurs qui vont le découvrir, mais dis, si tu veux bien nous en dire quelques mots. Oui, c'est compliqué. Enfin, c'est effectivement l'histoire de deux camionneurs qui sont plutôt des camionneurs du bas de l'échelle, qui font des petits frets dans le Jura, quoi. C'est-à-dire que ça, là aussi, ça s'inscrit dans un périmètre fermé qui est plus ouvert que Paris quand même, mais c'est la région Jura, Doubs, enfin bon. Et ils sont vraiment, c'est des camionneurs un peu à la ramasse, quoi. Et ils vont être confrontés aux événements franco-algériens, puisque c'est en 58. Je précise, historiquement, c'est avant l'arrivée de Gaulle, hein, donc c'est janvier-février 58. Et dans le Jura se passe ont lieu un certain nombre de tensions. Hein. Il y a eu des mouvements dans le Jura, des grèves de salariés algériens, notamment à Morez ou à Morbier, des grèves de salariés algériens, et puis en contre-coup, il y a eu des grèves de salariés français qui protestaient contre les grèves de salariés algériens parce qu'ils y voyaient là du désordre semé par le FLN, et puis d'un autre côté, il y a eu aussi des réseaux de soutien. Un des premiers réseaux qui a fait parler de lui, puisque ça a donné lieu à un procès, c'était un réseau qui était monté par ce qu'on appelait jadis les cathos de gauche, quoi, qui ont aidé des militants algériens à passer la frontière pour aller en Suisse. Donc c'est pas une terre qui est vierge de toute résonance algérienne. Mais j'ai voulu traiter de la guerre d'Algérie dans le Jura, justement, d'abord parce que je voulais changer de décor et puis écrire un peu sur la nature. J'aime beaucoup les paysages jurassiens.
mais aussi parce que je me suis mis, alors peut-être un peu comme Romain, dans la peau de gens qui ne sont pas du tout là des salauds ordinaires, même si les salauds ordinaires peuvent avoir des côtés attachants, mais qui sont des gens, le commun des mortels, donc qui véhiculent tous les préjugés qu'on peut véhiculer à l'époque sur l'Algérie, les Algériens, en se rappelant que l'immigration algérienne en France était une immigration exclusivement, à rares exceptions près, masculine, donc à bien des égards, voilà, avec double caractère inquiétant, ces hommes seuls, et puis de l'autre côté de la Méditerranée, ces hommes seuls, voilà, qui faisaient la guerre à la France, bien qu'on ne parlait pas de guerre à l'époque, mais enfin il y avait quand même des jeunes jurassiens qui sont allés au Caspi, puis il y en a une centaine de l'autre côté. Et voilà, j'ai voulu parler de ça avec une réflexion là aussi sur la culpabilité, sur la conscience, sur qu'est-ce qui favorise la prise ou pas de conscience, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc il y a des allers-retours avec la situation aussi en Algérie à travers la question de la torture qui a été pratiquée massivement par l'armée française et également par le FLN, hein, ce qu'on oublie aussi de dire. Donc surtout ne pas parler de l'histoire en noir et blanc, parce que les hommes ne sont jamais noirs et blancs, ou blancs, et ils sont toujours gris. Donc j'ai essayé de parler de l'histoire et des hommes surtout, parce que ce sont eux qui m'intéressent, hein, placer dans l'histoire des êtres humains en les peignant en gris, tels qu'ils sont à mon avis, et voilà. Ni des salauds, ni des héros. C'est à mon avis, pour terminer, la force de vos deux travaux, de votre travail à tous deux romanciers. Il faut, voilà, lisez Slocombe et Péchereau pour la force d'évocation historique qu'ont leurs romans, et pour aussi, on n'a pas le temps évidemment d'en lire ni de s'apesantir, mais sur le plaisir du texte, parce que voilà, tous les deux sont des personnes à qui cela importe, et ce qui après donne le plaisir pour le lecteur. Merci à vous tous.